Tout le monde pose la question, ce Mizmor là qu'il a écrit David Ameler, Mizmor Na'asav Elokim Ba'u Ben Achalatecha, est un Mizmor Lechaora qui explique comme c'est marqué, Timu et Techal Kochecha, Natnu et Nivlat Avadecha, Ma'achal Le'ov Hashamaim, ils ont souillé ton Kodesh Kodashim, Barmenan il a pris un Sefer Torah, il a déroulé, il a violé une femme là-bas dessus, une prostituée. Barmenan, ils ont donné mamash la chair de tes enfants comme nevla, comme des vela, comme des chemichements, des nevelotes. Ils ont versé le sang comme l'eau. Si vivot Yerushalayim autour de Jérusalem, en cover, on raconte là-bas que Shalom, un des chefs romains là-bas, il avait une grande vigne, un grand vignoble, etc. Il ne voulait pas dépenser de l'argent pour faire des barrières autour de son vignoble. Il a pris tous les Harougé Bétar, tous les cadavres de Harougé Bétar, il a fait une barrière de, je sais pas, au moins de 2 mètres de haut, autour de tout le vignoble. Imagine-toi le nombre de corps qu'il faut. Et comme ça, pendant plus d'un an, comme ça, les corps comme ça en train de pourrir, l'Ikhlal est d'être là-bas pour être les barrières de son vignoble. Roulez. Vous avez dit, une cover, personne en terre. Qui gamme anashim savlouf roulé. Donc on voit ici que le Chaora, ce Mizmor là, Mamash raconte le Khorban Atsoum qu'il y avait à Jérusalem. Maintenant tout le monde se pose la question. Pourquoi alors il commence par Mizmor? Chant d'allégresse. Mizmor, ça veut dire chant d'allégresse. Chant d'allégresse, là, Asaf. Et puis, Tom, tu lis, c'est Shemishmor, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur, et sur ça, on dit allégresse. On aurait dû normalement dire lamentation, qui note, c'est-à-dire peine, tsahar. Mazé Mizmor, c'est quoi Mizmor? Alors que je te raconte des choses qui sont abominables là-bas. Alors là, il faut comprendre ça. Hein. On amène un Maasé. Un Maasé, pour comprendre ça, pour comprendre de quoi on parle ici. Un Maasé de 2 amis. Un des 2 amis, c'était un grand peintre. Un peintre, mais vraiment d'une dimension inimaginable. Et ce peintre-là, il arrivait à faire des peintures, mais d'une beauté incroyable. C'était tellement naturel, ces peintures, qu'on a l'impression que c'était une photo. Tellement que c'est même pas une photo, on a l'impression que c'est la nature. Et une fois, il a fait, mamash, comment dire, la peinture de sa vie. C'était l'apothéose. Et là, il voulait que son copain voie la chose. Il a invité son copain en haut d'une montagne. Il voulait un cadre spécial, parce que c'est là-bas qu'il a fait cette peinture, en haut de cette montagne, sur le paysage qu'on voyait devant. Il a dit à son copain, regarde le paysage et maintenant regarde la peinture. Et quand le copain il a vu la peinture, il a vu ça, il a dit, c'est incroyable, comment on a l'impression de voir à travers une vitre, on a l'impression qu'on voit le paysage. Maintenant l'autre, il veut lui expliquer la peinture. Et quand il explique la peinture, bien sûr, il est en train de lui faire un discours, un speech. Et regarde ça, et regarde les couleurs, et regarde les angles, regarde la montagne là, et regarde le truc par là. Et pendant qu'il explique, il recule, pour avoir une vision plus panoramique de l'image. Tellement que t'es grand. Jusqu'au moment, son copain s'est rendu compte qu'il était encore à un pas de tomber dans l'abîme. Maman, il y avait l'abîme, le précipice, un pas encore en arrière, il tombait dedans. Et là, il a eu peur. Il a crié, il a dit arrête-toi. Mais l'autre, il n'entend pas, il continue, il regarde là, il va faire le pas. Maintenant, il se rend compte que quoi? Qu'il n'a pas le temps d'aller courir pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait pour l'arrêter? Il prend la peinture, il la déchire. Il saute sur la peinture, il déchire la peinture. L'autre, il voit ça. Hein. Alamakoum, il court vers lui, il le met au sol, et il lui met des coups de poing. Maintenant, il lui dit, regarde, tu allais tomber. Et là, il lui demande pardon, il a vu qu'il a sauvé la vie. Là, on dit, c'est pareil, ça c'est le machal. Maintenant, le nimshal, c'est la même chose. Il revient en avis, il arrive, il commence à prévenir les bénis Israël, il leur dit aux bénis Israël, arrêtez. Le Beth Amikdash est en train, Chas Shalom, de vous pourrir la vie. Le Beth Amikdash est en train de vous pourrir la vie. Au lieu de vous aider à vous approcher de moi, il vous éloigne de moi. Il vous sert à quoi? Il vous sert à quoi? Là, vous dédouanez de vos averot. Vous avez été Mahel Shabbat, tu amènes un korban, tu es pardonné. Vous avez fait un Issour Karet, tu amènes un korban, tu es pardonné. Tu as fait une Avera un tel ou un tel, tu amènes un korban, tu es pardonné. Et comme ça, les bonhommes, même s'ils avaient des averot bémézides, où il n'y a pas de korban, ils venaient le jour de Kippour, il y avait le Seir Azazel qui pardonnait, comme dit le Rambam, Averot, Kalot ve Chamurot. Toutes les Averot étaient pardonnées. Donc ça veut dire que le bonhomme à Botaï était, mamash, comment dire, en boucle. En boucle, même là, blanc-bleu avec le Beth Amikdash, où il n'y avait pas de Averot. Le bonhomme vivait, mamash, comment dire, où il ne passait pas une année où il restait avec des Averot. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte envers Hachem. Tout était pardonné. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Les bénis Israël se sont mis à Botaï à fauter de plus en plus. À se laisser aller.
En se disant quoi? Oh, au pire, j'amène un korban, au pire, je fais comme ça, au pire, il y a Yom Kippour, au pire, il y a le Sela Azazel, au pire, il y a ça, Hazé Shalom. Et donc, le Beth Amikdash, Kaviachol, il est devenu la ciba de leur chute. Le Navi, à ce moment-là, il vient, il les prévient, il leur dit arrêtez, arrêtez, vous allez tomber comme le machal que je vous donne. Comme Bololam, il a vu qu'il était impossible de les arrêter et que, Hazé Shalom, ils allaient complètement chavirer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a détruit le temple. Pour ça, on dit que Bololam Kaviachol, Shafar Kadosh Baruch Hamato al Aitzim Va'avanim. Il a détruit des Aitzim Va'avanim pour ne pas détruire ses enfants. C'est pour ne pas tuer ses enfants, qui allaient arriver à un stade de non-retour. Il a préféré détruire le Beth Amikdash. Maintenant, tu as dit, ok, qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Maintenant que tu as détruit le Beth Amikdash, ils vont moins fauter, les Israël. Okay? Ils vont être plus en règle. Alors, regardez ce qu'on nous explique ici. Ce qu'on nous explique ici, c'est comme ça, Rabotai. Un homme, des fois, dans la vie, la chose qui l'empêche de faire tchouva Rabotai, c'est le fait qu'il se sent, kaviachol, comment dire, couvert. Il se sent couvert par le fait qu'on lui dit, tiens, la tchouva, il y a la tchouva, et la tchouva, Hachem, il accepte la tchouva. Ah, c'est bien, très bien. Et tu as la possibilité de réparer tes fautes. On fait des tikkunim aussi. Il y a Shovavim, quand Shovavim il vient, on fait des ta'aniot et on répare des fautes avec ça. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer, c'est que le bonhomme à Botaï, Pitom, il peut arriver à Haz Shalom, à faire comme une pshara, comme un compromis avec son Yetzara. De dire, bon, attention, je fais des averot, mais tu ne m'empêches pas de faire tchouva. Et le Yetzara, il te dit, oui, pas de problème. Ehete ve'ashuv. Faute et fais tchouva. Et le Yetzara, il rentre dans ce plan avec toi, en te disant, il n'a rien à mettre, fais des averot et fais tchouva. Et le bonhomme, il voit que ça marche. C'est un système qui fonctionne. On peut fauter et faire tchouva. Et faire tchouva, mais là, on nous pardonne nos fautes. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La tchouva, elle devient elle-même la raison de tes fautes. C'est-à-dire que ce que moi, je t'ai donné comme kélim pour te rapprocher de moi, c'est des kélim maintenant qui te servent à t'éloigner de moi. Et cette chose-là, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il enlève les kélim. C'est-à-dire qu'on enlève au bonhomme à Botaï, comme c'est marqué là-bas, Kol mi sheomer, echete v'ashuv, lo maspikim biado l'arzor betchouva. On ne le laisse pas faire tchouva, voilà, il n'y a pas de tchouva. Tu ne feras pas de tchouva. Tu vas dire, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Tu vas l'éloigner encore plus. Non, je lui donne une chance de revenir à celui-là. C'est vrai qu'il est de toute façon dans un éloignement. Mais je lui donne une chance de revenir. Pourquoi? Parce que je lui enlève maintenant la siba, qui était la siba qui lui donnait le kaviachol, la bonne conscience de faire des averot. Maintenant que j'ai enlevé cette siba, maintenant il peut s'en prendre qu'à lui-même, de décider si effectivement il va être, comment dire, Oved Hashem ou pas Oved Hashem. Mais au moins maintenant la responsabilité elle est complètement sur toi. Et c'est ça le Inyan à Rabotai. De mettre la responsabilité sur les gens. Maintenant, ce qui est grave là-dedans à Rabotai, c'est que tout le Orlam il est dirigé comme ça. Et nous, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience de ce qu'Hachem il fait Rabotai dans la vie d'un homme. Quand Hachem Mamash il crée des bouleversements dans la vie de l'homme. Des bouleversements qui viennent, Mamash qui interviennent dans la vie d'un homme, où le bonhomme, Pitom, il voit des choses, comment dire, qui Pitom se passent mal dans sa vie. Des choses qui tournent, des choses il perd soit dans ses affaires, il perd dans des choses importantes dans sa vie, frôlé. Et le bonhomme, il ne comprend pas pourquoi, il dit pourquoi c'est comme ça. Et là, justement, ce Mizmor, il vient nous apprendre la chose suivante. Fais très attention que des fois, Hachem te fait des cadeaux. Il te donne du matériel, il te donne des kelim, il te donne beaucoup de aslacha, beaucoup de siyada ishmaya. Seulement cette siyada ishmaya, elle est là, à condition que tu fasses la volonté d'Hachem, à condition que tu te rapproches de lui. Mais si maintenant, bon, alors là, il voit que les moyens que je t'ai donnés, Shalom, il t'éloigne de moi. Au contraire, si tu es méritant, Hachem t'enlèvera tes moyens. Si tu es méritant. Si tu n'es pas méritant, il te le laissera. Parce que ce qui est marqué en Botaï, quand je vois des fois, il ne laisse pas un homme faire tchouva. L'homme a spikim biado la zobi tchouva, il le laisse dans son erreur à Botaï. C'est-à-dire le bonhomme, il a à se réveiller en sachant que maintenant on ne s'occupe plus de lui. Ou bien, on se réveiller parce que maintenant justement on s'occupe de lui. Mais dans tous les cas de figure, il faut que l'homme il prenne conscience. Il faut qu'il prenne conscience du massacre dans lequel il est. Regardez l'histoire, Mamash, comme elle nous apprend tout ça, Rabotai. Comment l'histoire nous apprend tout ça? Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Et à l'époque du Beth Amikdash, la raison pourquoi Hachem il a détruit le temple, c'est à cause de la raison qu'on vient de donner. Que quoi? Que Am Israël, à cause du Beth Amikdash, se sont éloignés, Rabotai. Il s'est passé la même chose à l'époque de la Shoah. À l'époque de la Shoah, Rabotai, il y a la Scala qui a commencé, Rabotai, à devenir un fléau dans le monde, surtout dans le monde juif. En Israël, jusqu'à la Scala, il faut savoir une chose, c'était le monde des Shivot, le monde de la Torah. Il y avait des Chachamim, il y avait des Tamid Chachamim, il y avait des Bnei Torah, mais
Avant la guerre, à Botaï, il n'y a pas de comparaison entre le niveau du Olam Torah avant la guerre et après la guerre. Avant la guerre, on avait des vrais Talmidei Chachamim. On parle de l'époque de Rabbi Akiva Eiger, du Khatam Sofer, de tous les grands Rabotai de la génération, tous les grands de la génération qui étaient avant la Shoah. Et tous ces grands de la génération à Botaï se sont trouvés à Botaï dans un chaos total au moment de la Shoah. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Shoah? La Scala, elle a commencé à faire fureur. La Scala, c'est quoi à Botaï? Pachout, la folie de faire des études. De commencer à se dire, on ne peut pas rester comme ça des ignorants dans une société et un monde où il y a tellement de choses à savoir et que nous on reste enfermés dans nos livres, dans notre Torah, sans même savoir ce qui se passe dans le monde, sans même s'instruire, sans même être capable au moins de pouvoir être actif dans la société et pouvoir gagner notre vie comme il faut, d'avoir une carrière, d'avoir quelque chose, pas vivre comme des tafranim, comme des misérables comme ça où on est payé par un collègue, ouais, et on gagne très peu, et on vit mamache médiocrement, simplement autour des 4 amots de la Torah. Il y a autre chose dans la vie, il y a autre chose à connaître, et on peut très bien être, comment dire, Torah et Avoda, on peut très bien lier tous les deux. À cause de ça, Rabotai, ça a été l'ouverture vers la Scala. L'ouverture vers la Scala, c'est-à-dire où les Bachurim ont commencé, alors qu'il n'y avait pas encore ça à l'époque, ils ont commencé à quitter les Shivot et à partir à dans les universités. Et comme ça, les Shivot, alors que les Rabbanim n'arrêtaient pas de s'égosiller pour leur dire ne quittez pas l'Olam Torah, ne quittez pas l'Olam Torah. Mais il n'y avait pas moyen, c'était impossible, Rabotai. L'Olam Torah n'intéressait plus personne. Il n'intéressait plus personne parce qu'on savait où ça mène. Ça mène à quoi, Rabotai? Ça mène, ça racole, à être un bonhomme qui est matmid, qui est lamdan, qui étudie, qui Yoshev el Omed, l'omid kadem b'chaim. Il avance pas dans la vie. Et la pression qu'il y avait à ce moment-là, hein, c'est la pression de te donner le sentiment que le monde avance sans toi. Le monde, il avance sans toi. Toi, tu restes encore à l'arrière. Ce que tu fais là, c'est bien à l'époque du Moyen-Âge, c'est bien à l'époque du Al-Sinaï, c'est bien à l'époque d'Avotenu Akidoshim, quand ils vivaient dans les déserts, ils vivaient dans des époques qui étaient adaptées à ça. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus adapté à ça. Le monde est un monde, comment dire, qui progresse, technologie, un monde de science, un monde de culture, un monde de savoir, où rien n'empêche d'être en même temps très cultivé, en même temps d'avoir une belle carrière, et à côté de ça, d'être un ben Torah. Et comme ça, les Shivot se sont vidés. Elles se sont vidées, les Shivot. Les Bachurim sortaient des Shivot. Maintenant, regardez bien. Le danger n'est pas vraiment dans ça. Parce que dans ça, à la rigueur, si vraiment c'est ça ton cheshbon et ton calcul, de dire quoi? De dire non, je veux sortir, apprendre un métier. Pourquoi? Parce que je veux avancer dans la vie. Je veux pas rester toute ma vie comme ça, comme un misérable qui a besoin, mamage, d'être sommaire à Shulchan Acherim, d'être sommaire sur la table de quelqu'un d'autre. Je veux pouvoir avancer dans ma vie. Et comme c'est marqué qu'un homme c'est quand même important à Rabotai. Comment dire qu'il soit Mefarnes et Atzmo, qu'un homme il arrive à faire sa parnassa lui-même. Bon. Le problème n'est pas là, Rabotai. Le problème c'est que c'est devenu un courant où mamache on a abandonné les Shivot. Et les Shivot se sont vidées. Elles se sont vidées, Rabotai. Vidées au point que le Bachour Yeshiva, qui restait encore à la Yeshiva à cette époque-là, Rabotai, était très gêné de dire qu'il est Bachour Yeshiva. Il avait honte de dire qu'il est Bachour Yeshiva. Il raconte qu'à l'époque, à cette époque-là, un Bachour Yeshiva qui venait en Ben Azmanim, ouais, il se cachait pour étudier. Il n'étudiait pas d'une manière ou l'autre. Pourquoi? Parce que tout de suite, on lui posait la question. On dit quoi? Tu es encore à l'Yeshiva, toi? Tu es encore là-bas? Tu es encore dans ce monde-là, dans ce monde dans ce monde, comment dire, des gens du Moyen-Âge, des gens préhistoriques? Ça y est, il faut avancer dans la vie. Ça n'empêche pas. Tu vois bien, regarde, nous on fait des études, etc. On respecte Shabbat, on vient manger kasher, on est à la synagogue, on est là, on est kovéitim la Torah. Mais en attendant, c'est ça qu'il faut faire. Et comme ça, des bonhommes en Botaï qui avaient encore la force de rester dans les Shivot, étaient très gênés, au point qu'ils racontent que quand ils allaient au Beth Midrash pendant le Ben Azmanim, ils cachaient les Gemarot sous les manteaux. Ils cachaient les Gemarot pour pas qu'on les voie avec une Gemara. Parce qu'ils étaient tellement gênés qu'on les voit encore en train d'étudier la Gemara, d'étudier toute la journée, qu'à un moment c'était une souffrance pour eux. Et là, Rabotai, ce mouvement s'accentue. La Scala s'accentue. Mais on ne voyait pas de problème. Bon, les rabbanim n'étaient pas contents, bien sûr, parce qu'ils voient les Shivot se fermer, ils voient les Shivot se vider, et donc ça crée une atmosphère très de relâchement, jusqu'au jour où Hitler il est monté au pouvoir. Maintenant, tu vas dire, bon, c'est par hasard, ça n'a rien à voir. C'est une chose, une autre chose. Qu'est-ce à voir avec nous? Nous, on suit un chemin cohérent, on veut avancer, c'est tout. On n'est pas en train de dire qu'on veut abandonner Kadosh Baruch Hu. On veut avancer, c'est tout. Mais en attendant, Hitler est monté au pouvoir.
Alors maintenant, il y a tout de suite des rabbiniques qui vont te dire ouais, c'est en rapport, fais hijban en effet, voilà ce qui t'arrive. C'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir, il est arrivé au pouvoir parce que vous avez abandonné la Torah, maintenant vous allez. Mais le bonhomme qui est intelligent, il va dire arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire des rapports qui n'ont pas de rapport. Ouais. C'est simplement une coïncidence. Hitler il est monté au pouvoir parce qu'à ce moment-là, ouais, il y avait un gros malaise en Allemagne. Financièrement, ça n'allait pas du tout. Si vous avez étudié un petit peu l'histoire, c'était une époque rabotage catastrophique au niveau financier, au niveau de l'Europe, et particulièrement au niveau de l'Allemagne. Donc il fallait un changement comme ce qui se passe en ce moment en France. En ce moment, la gauche est en train de monter, les Fronts nationaux sont en train de monter, les Kissonim sont en train de monter. Ils veulent un changement. Ça y est, ils sentent qu'on est envahi par les melons, on est envahi par les crêles, on ne sait même plus aujourd'hui qui est français en France. Où il est le François? Il existe encore François? Bah ouais, c'est moi le François. Un plat comme ça avec des cheveux comme ça. Ouais. Il est marié avec une Scandinave, là, une blonde comme ça, française, oui. Le petit, c'est un nègre, là, c'est un nègre. Mais qui il n'y a plus rien de français. Il faut aller dans les campagnes profondes, ouais. Peut-être à Carcassonne, là-bas, ou je sais pas, dans le Midi, là-bas. C'est dans les fins fonds de d'Aix-en-Provence. Ouais. Et là-bas, peut-être, tu vas trouver encore un paysan français qui va dire oh là, bien sûr, ma petite Yaoud, là. Ah ben. Oh, ça fait du bien, on a trouvé un Français. Regarde l'équipe de France. L'équipe de France, tu vois. Je ne sais même pas s'il y a un Français dans l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Bon, mais qui sourd, on se rend compte qu'il y a un problème. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, et on va en voter. Il y a des mouvements, voilà. Putain, on se met à voter pour les gauchistes, on se met à voter pour l'extrême droite. Chose qui n'existait pas avant à voter. Mais c'est en train de prendre cette tournure à voter. Et donc en Allemagne, c'est ce qui s'est passé. Il est monté un fou qui s'appelle Hitler, qui a proposé à Rabotai une nouvelle politique dans le pays, qui allait soi-disant relever le pays. Bon, pourquoi pas? On est par terre. Alors, de toute façon, on ne peut pas aller plus bas que ça. Donc au contraire, on va qu'il y a un bonhomme comme ça, un meneur, un manig, qui va prendre le pays en main et qui va nous faire monter. Très bien. Maintenant, les Juifs à cette époque-là, Rabotai, les Chachamim, les Rabbanim, essayaient de montrer aux gens comment il y a un rapport. Et comment c'est à cause de la Scala qu'il est en train de monter au pouvoir? Bien sûr, toute la masse elle disait arrêtez de faire des relations, arrêtez de faire des rapports qui n'ont pas de rapport. Ça suffit tout ça. Jusqu'au jour où Hitler à Botaï, il a sorti un règlement. Un règlement. Achout. Je vais vous lire le règlement. Et c'est dommage que je vous ai dit que c'est Hitler qui a écrit ça. Et je leur ai demandé qui a écrit ça à votre avis. Qui a écrit ce règlement? Voilà, donc, oubliez que j'ai dit que c'est Hitler, hein, si vous arrivez. Je vais vous lire le règlement. Et vous allez me dire qui c'est qui a écrit ça. Voyez ce qui est marqué. Il dit comme ça, c'est un règlement, hein, il a fait voter ça au Parlement allemand, à la maison du Parlement là-bas, par les députés, et donc c'est des lois qui sont passées. Donc à partir de là, il fallait respecter ces lois, sinon c'est plili. C'est genre, c'est Balmanan, c'est la prison, etc. Donc c'est plili, hein, c'est pas genre, comment on dit plili en français? Pénal. Pénal, voilà, c'est pénal. C'est pas genre commercial ou quoi, c'est pénal. Donc on ne joue pas avec ça. Voyez ce qu'il dit. Première loi. Assour l'idgorer bebaït mishutaf im goïm. Un juif n'a plus droit d'habiter dans un bâtiment colocataire avec des goïm. Hein? Quoi on a fait? Non. Les goïm bebaït mishutaf im goïm. Il parle aux juifs. Assour d'habiter avec les goïm. Ça c'est une loi, des règles pour les juifs. Hein? C'est vrai pour les juifs. Donc vous devez habiter dans des maisons où vous êtes ensemble. Vous devez rester ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, restez dans vos ghettos. Ne sortez pas des ghettos pour aller habiter parmi les goïms. Après, il continue. La Yudim assur l'ilmod be'universita chez le goïm. Interdit aux juifs d'étudier dans les écoles goy. Ils n'ont pas le droit de fréquenter les écoles goy. C'est pas pour les juifs. Assur litraten im goya. C'est interdit aux juifs de se marier avec une goya. Assour, la Yehudi, la Lechet, les théâtronymes, d'aller au théâtre, les bâtés col noirs, d'aller au cinéma, ou d'aller dans toutes les maisons d'attraction, goy, comme genre les cafés, les trucs comme ça. Non, un juif ne doit pas être là-bas. La Yehudi, Assour, l'itaseb beshumakom. Les juifs n'ont pas le droit de faire des réunions nulle part, rak, bebet knesset ou bebet midrash. Uniquement dans les bâtés knissiot et dans les bâtés midrashot. Voilà. Ça, c'est les lois qui ont été votées là-bas. Si je ne vous dis pas que c'est Hitler qui a écrit ça,
Qui est-ce qui a écrit ça? Le Hafez Chaim. Mais voyons, bien sûr, ça c'est du pur Hafez Chaim, ça peut pas être Hitler ça peut pas être un goy qui dit une chose pareille. Au contraire, les goyim vont nous encourager à s'assimiler à eux. Venez les juifs, venez parmi nous, mariez-vous avec nos goyim, vivez avec nous chez les goyim, allez en université, allez faire vos études chez les goyim, sortez de vos maisons, habitez avec nous, en bon voisinage, tous ensemble, yalla biyahad, koulam biyahad, vous connaissez, ça c'est les goyim. Maintenant, qui c'est qui dit qu'il ne faut pas faire ça? C'est le Hafez Chaim. Restez dans les ghettos, n'allez pas à l'université, restez dans les synagogues, restez dans le Beit Midrash, n'allez pas au cinéma, n'allez pas au théâtre, n'allez pas au stade de foot, n'allez pas dans ces trucs-là. Et à partir de là, c'était pénal si on a trouvé un juif en train de fréquenter ces endroits-là, pas shoot, prison, il allait en prison. Donc Hitler, Kaviachol, parce que c'est lui qui a fait ça, il nous a rendu service. Il a aidé les rabbinim à calmer le courant de la Scala. C'est-à-dire qu'il a freiné le courant de la Scala, qui était en train de prendre les juifs et de les envoyer carrément en pâturage chez les goïms. Donc il a freiné la Scala. Comment on appelle ça, Rabotai, dans le jargon de la Gemara? On appelle ça un bat kol. Un bat kol, ça s'appelle. C'est quoi un bat kol? Un bat kol, Rabotai, c'est comme c'est marqué là-bas, il y a un bat kol qui sort tous les jours du mont Sinaï et qui crie Oh la le bona shel Torah. Malheur à ceux qui font entendre la Torah, c'est un bat de col qui sort de là-bas. Maintenant, la Gemara pose la question. Elle dit attends, je comprends pas, ce bat de col, il est là pour qu'on l'entende ou c'est juste comment dire, virtuel? Il va dire pour qu'on l'entende, sinon pourquoi un bat de col? On ne fait pas un bat de col pour que je l'entende pas. Ouais, c'est comme si toi tu as un grand magasin, tu fais une musique de fond, mais personne ne l'entend. Alors maintenant on vient vers toi, on te dit dis-moi, il faut mettre de la musique dans le magasin. Tu dis bien une musique. Mais alors pourquoi on ne l'entend pas? C'est ça la classe. C'est le Maboulé. Il a compris celui-là. C'est la musique qui pousse le client à vouloir acheter parce que Python il se prend pour Bob Dylan ou l'autre il se prend pour la reine d'Angleterre ou l'autre il se prend pour ça et donc Mimela il va entrer dans un halom, il va acheter une voiture, l'autre il va acheter 10 costumes parce qu'il se voit déjà dans un film. C'est la musique qui fait ça. Si je mets pas la musique, Python vient une panne de courant, ils sont tous du magasin, ils achètent rien. Ils disent trop cher, ça va pas, non, je dépense une blinde. Ben non, oh là là, mais il coûte trop cher, mais ça va pas, non. Et puis Tom, ils sont. Il faut qu'il y ait la musique. Là, c'est pareil. Le bat-col, à quoi il sert? La Gemara dit que le bat-col, il s'écoute à Rabotai. Mais il s'écoute à travers qui? À travers les chefs d'État. À travers ce qu'on entend chez les goïms. C'est les goïms, Rabotai, sont le haut-parleur du bat-col du Har-Horev. C'est-à-dire le haut-parleur du bat-col qui est Har-Horev, il est branché dans la bouche des manigim. Et les manigim te font entendre le bat-col. Donc il faut être très, très, comment dire, sensible avec ton oreille, de comprendre les messages que les manigim te font entendre. Quand Hitler a parlé comme ça, à la Makom, ils se sont levés les Gdolim, ils ont dit, ça y est, c'est une Shoah qui se prépare. Alors qu'on est à peine au début, on est à peine au début, tout est normal, les Juifs sont bien installés, ils ont les meilleurs postes en Allemagne, pour eux, mais même pas en rêve, il ne faut pas bouger. À tel point, Rabotai, que les rabbinim m'ont vu juste, qu'ils ont tout de suite fait une propagande pour dire aux gens, sauvez-vous de l'Allemagne, sauvez-vous de là-bas, ça va péter grave. Mais les gens, non, il n'y a pas de problème, Et c'est ce qui s'est passé à la fin. La Shoah a explosé, et après vous connaissez la suite. Là aussi la question se pose. Pourquoi Bola il fait ça? Pourquoi Hachem permet une chose pareille, Rabotai, d'éclater comme ça 6 millions de juifs, d'éclater toutes les communautés, les plus belles communautés qu'on avait, Rabotai, en Europe, qui représentaient tout le fief de la Torah, Rabotai, les Shivot, les Mosdot, en Lituanie, dans toutes les villes de l'Europe de l'Est, Rabotai, qui étaient blindées de mots comme Torah. Tout a explosé, tout a été massacré, il ne restait plus rien. Pourquoi Hachem a fait ça, Rabotai? C'est la même chose que pour le Beit HaMikdash. C'est quoi? Quand Hachem il a vu Rabotai et que malheureusement le système n'aide plus, quand le système n'aide plus, on fait sauter le système. Tu dis alors, et qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Maintenant, on va gagner que je vais retrouver mes enfants. Je vais les retrouver hors système, en galoute, en exil. Quoi? Et pour là, un petit sûr du coup? Je suis sûr du coup. Parce qu'il n'y a qu'en galoute que là, c'est sûr que je vais les retrouver. C'est le système qui est en train de les pourrir. Et comme le système est en train de les pourrir, donc il faut que je les sorte de là-bas. Je sors de là-bas, et mais maintenant, on va se retrouver en galoute. Et ce qui s'est passé, incroyable mais vrai. Les Juifs, Rabotai, dans les ghettos, ils se bagarraient pour respecter la Torah au Mitzvot. Il y a même des gens qui n'étaient pas forcément pratiquants, mais qui se bagarraient. Et un Juif, Rabotai, c'est le tempérament d'un Juif. Un Juif, tant que tu lui dis pas,
tu dis respecte la Torah, c'est un kshéoref. Alors il va te dire non, non, moi j'ai les Tzara. Si maintenant, pitom, il y a un courant qui sort, qui te dit maintenant, respectez plus la Torah. Maintenant, vous devenez des goïms. Marie-toi avec une goya. Là, tu vas voir le Messiot Nefesh qu'ils vont faire les juifs. Parce que le juif, c'est Am Ksheoref. C'est l'esprit de contrariété. Tu me dis non, ben oui. Tu me dis oui, ben non. Et comme ça, il faut qu'il soit à l'envers. Donc, pour l'homme, il connaît ce tempérament juif. C'est ce qu'on appelle le Teva Yehudi. Teva Yehudi, c'est Am Ksheoref. C'est-à-dire que quoi? Et Nachilami, malheureusement, mais c'est grave à Botaï. C'est grave ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous jette en galoute, il faut qu'on nous jette en exil, il faut qu'on t'éclate ton système, il faut qu'on t'éclate ta vie pour sortir de toi le mythe sioudi, pour sortir le jus youdi, il faut faire ça en beauté, il faut t'éclater comme un citron qu'on prend et qu'on presse, et qu'on t'éclate complètement pour qu'il soit un peu de jus de toi, chez Mishmo Rabotai. Et ça montre combien Rabotai va le. Aujourd'hui, Rabotai, si on se pose la question, on se demande maintenant, quel est le bas de colle qu'on entend aujourd'hui? Parce que c'est ça qui nous intéresse, ça c'est l'histoire, ok. De l'histoire on apprend. Quel est le bas de colle aujourd'hui, Rabotai? Aujourd'hui, il y a un bas de colle pas moins qu'à l'époque, Rabotai, pas moins qu'à l'époque. Un bas de colle qui sort aujourd'hui qui dit comme ça y est, il faut enrôler les Bachou Yeshivot à l'armée. Ouais. Il y en a marre qui restent planqués comme ça dans leur Yeshivot et que des soldats meurent et tombent comme ça alors qu'ils ne sont pas moins que toi, ils sont des juifs comme toi. Il n'y a pas de raison qu'eux ils meurent et que les parents souffrent là-bas de voir leurs enfants partir et que vous soyez tranquilles dans vos yeshivot, tranquilles comme ça, sans vous mettre en danger, alors que le pays est en danger. C'est même pas une guerre pour rendre service à quelqu'un. C'est une guerre pour ta maison, ça racole. Donc toi-même, le Khalidi, qui habite à Bnei Brak, ou à Yerushalayim, ou à Mea Shearim, on se bat pour ta maison. Donc viens avec nous et porte le bon crabe avec nous. C'est-à-dire lève la charge avec nous. Il faut que tu sois l'Osé Be'ol, Imchavero, et pas toi tu es là-bas et nous on est là-bas. Maintenant la question comme ça, c'est quoi ce bas de colle? C'est quoi ce bas de colle? Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur qu'ils ont fait à l'époque. Non, c'est du hasard. Non, c'est du hasard. Parce que là-bas aussi, ils disaient pareil. Non, c'est du hasard, c'est du hasard. À l'époque du Beth Amikdash, quand les Miaou leur disaient Hachem va détruire le temple, Hachem va détruire le temple. Ils rigolaient tous. Ils disaient mais c'est impossible de détruire le temple. Qui peut toucher le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, rien que tu rentres dans le Kodesh Kodashim, tu pulvérisé là-bas. Comment un goy va toucher ça? Mais il ne peut pas s'approcher un goy du Beth Amikdash. C'est trop kadosh, c'est trop saint. Et Charles Karev le Cham. Irmiel leur a dit ne me croyez pas, vous allez le voir vous-même. Mais ça sera trop tard. Et ils ont vu Rabotai. Et là c'est pareil. On se pose des questions, on se demande c'est quoi le bas de colle qu'on entend aujourd'hui en Rabotai? Alors voilà qu'on pourrait se dire non, c'est du hasard parce qu'il y a un matzav comme ça, dis ce que tu veux. Et voilà Rabotai qu'on n'a pas des enfants de cœur en face de nous. On a des gauchistes dans le pays, on a des smolanim Rabotai qui savent faire la pagaille, qui savent aller se battre contre la Torah. D'accord? Mais là aussi c'était Hitler. C'est pas un petit puritain, c'est pas un petit ange qui est sorti comme ça et puis Tom il est venu Rabotai pour. Non, et on voit que Inachinami, ce Hitler Rabotai, Racha Merusha comme il était, il a servi de bas de colle à Koshbourou Rabotai pour nous faire entendre la vérité. Donc ça veut dire que le bas de colle n'est pas forcément manipulé Rabotai par un esprit kadosh. Il peut être manipulé même par un chien. Aïkar, c'est quand tu comprennes le message qu'on te fait. Quel est le message qu'on nous fait aujourd'hui Rabotai? Aujourd'hui, le message qu'on nous fait, c'est le suivant. Fais attention. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des yeshivot, on a des bâtés midrashot, on a des synagogues, des bâtés knisiot. On a mamash un système florissant. Florissant, Baruch Hashem. Il est florissant. Baruch Hashem, il y a des donateurs qui sont là et qui donnent de l'argent pour entretenir ces mécomotes. Et Baruch Hashem, ça marche, ça tourne bien. On est là, Rabotai. Mais on pourrait se poser la question de se dire comme ça. Est-ce que le système, il est là, va dire qu'il est là le système. Mais est-ce qu'on l'exploite vraiment à fond? Est-ce qu'on exploite le système à fond, Rabotai? Ou bien non? En vérité, il nous sert simplement de savoir que on a un truc là à côté de nous et ça fait du bien de savoir qu'il est là. Et de temps en temps, j'ai envie, je vais le fréquenter. Mais sinon, bon, pas plus que ça, Rabotai. Ce système, il est là pour que tu puisses faire Messiot Nefesh, pour que tu puisses t'as donné à la Torah tranquillement, sans qu'on te dérange, et qu'on te prend en main du matin au soir, mamash, que tu puisses tranquillement étudier, sans avoir aucun problème. La question, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça dans ce système qui est là, élaboré, mis en place, pour te permettre d'étudier tranquillement, sans avoir de casse-tête, sans avoir de soucis à droite, à gauche, pour rouler, on fait tout pour tout mettre en place pour qu'on puisse t'aider à être un ben Torah. Tu profites vraiment de ce système? Oui et non. Sans être mécatrek. Oui et non.
on essaye. Qu'est-ce qu'il risque de faire à Kadosh Baruch Hu, Rabotai? Ça fait peur. Ça fait peur, c'est Rapinkus qui dit ça. Il dit, bon, là, c'est simple. À chaque fois qu'Hachem il a vu que n'importe quel système Rabotai ne permettait pas au bonhomme de pouvoir servir Hachem, qu'est-ce qu'il fait Bola Olam Rabotai? Eh bien, il descend, il enlève le système. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça déclenche? Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'un juif, malheureusement, c'est Nora Vayom Rabotai. Un juif, c'est quand tu le presses sur son judaïsme qui fait Messirut Nefesh. Tu presses pas, il se laisse aller. Quand c'est que tu sens que tu es juif, quand il y a un goy dans la rue qui te dit ça, juif. Wow. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit celui-là? Je vais lui casser la tête. Attends, bon, tu te crois assez fort pour lui casser la tête? Mais c'est des goïms ça. Ils te font pas peur? Ah non, surtout pas quand on me dit ça le juif. C'est-à-dire que je peux avoir peur de tout, mais si on me dit ça le juif, je vois noir. Je vois rouge, je vais l'étrangler. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça. Je t'ai jamais vu capable de pouvoir aller te battre pour ça. Et là, c'est quoi le pshat, la bataille? Le pshat, c'est ce qu'on est en train de dire à bataille. Malheureusement. C'est quand on t'enlève le système protecteur, le système où tout va bien, et que putain, on te met en porte-à-faux avec toi-même, avec ton judaïsme. Alors que toi, tu n'es pas un Hassida Kadisha de ton judaïsme. Tu n'es pas un bonhomme, Habibi, que tu mérites de loin qu'on ne te dit pas sale juif. Afrakin, il nous disait comme ça, quand Goy te dit sale juif, c'est que tu es sale. C'est-à-dire que tu n'as pas dit sale juif stam comme ça. C'est pas une expression stam. Parce que nous, on peut dire non, c'est une expression, c'est une façon de parler, sale juif. Comme tu dirais sale chien. Bon, il n'est pas forcément sale. Mais bon, c'est une façon de parler. C'est genre, je veux tellement te descendre que j'emploie des mots durs. Sale juif. Sale juif. Africain, il dit non, c'est pas un stam. C'est des mots qu'Hachem leur a mis dans la bouche. Quoi? Hachem, il a mis ça dans la bouche des goïms? Oui. Sale juif. Pourquoi? Parce que tu es sale. Sale de quoi? Tu as des averot. Maintenant, le goï, il comprend pas ce qu'il dit, lui. Ouais. Simplement, c'est le porte-parole de la Chambre des députés d'en haut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui fait parler. Il lui fait dire, maman, j'ai une achinami. Il dit, sale juif. On raconte Rabotai sur, je ne me rappelle plus qui c'était, en Lituanie, comme ça. C'est un tzaddik, Rabotai, un tzaddik, je ne me rappelle plus son nom. On dit qu'il marchait un Shabbat comme ça, dans la rue, il se promenait, et un gars, putain, lui a dit, sale juif. Alors, Makom, il s'est arrêté, il a commencé à toucher ses poches, c'était Shabbat, il a vu qu'il avait un mouxé dans ses poches. Alors, Makom, bon, il s'est arrêté, donc il a fait tomber le mouxé comme ça, qu'elle a hayad, et il a pris sa route. On lui a dit, mais quoi, tu t'es pas rendu compte avant? Il dit non, malheureusement. Et comment maintenant oui? Parce qu'il m'a dit sale juif. Donc j'ai compris que j'étais sale. Donc il faut que je vérifie. Et pas d'inquiétation. C'est-à-dire qu'avant de t'énerver sur le goy, avant de crier, ouais, d'accord? Regarde si peut-être toi, une amie, tu donnes pas à ce qu'on t'appelle sale juif. Tu donnes pas à cette chose-là. Et c'est ça le bas de kol Rabotai. Donc aujourd'hui, Balmenan Rabotai, on est en train de remettre en question notre statut. Notre statut Rabotai de Bachou Yeshiva. Et il faut se poser la question, pourquoi on le remet en question ce statut? Mais ce statut, il existe depuis Akamat Hamdina, depuis l'existence de la terre d'Israël. Pourquoi on remettrait en question ce statut? Peut-être parce que il doit être remis en question. Parce que... Alors tu vas me dire, et alors qu'est-ce qu'on va gagner? S'il n'y a plus d'échivotes, il n'y a plus de collèles, il n'y a plus rien à Rabotai, qu'est-ce qu'on va gagner? C'est dur à dire à Rabotai. On va peut-être gagner que les sérieux continueront à étudier. Parce que le bonhomme sérieux à Rabotai, quoi qu'il arrive, même des martellettes, il va étudier. Même tu le mets dans une cave où il n'y a plus de moyens pour étudier, il continuera à étudier Rabotai. Ça, c'est le sérieux. Mais par contre, le rigolo, il n'étudiera plus. Mais de toute façon, il n'étudiait pas, même avec le système Rabotai. Donc si même avec le système, il n'étudie pas, ben autant moins qu'il ne soit pas au moins, comment dire, accusé par le système. Et tu vas dire, et pourquoi Hachem fait ça? Justement, pour qu'il y ait moins d'accusations sur toi. C'est Nora Vayom. Qu'il y ait moins d'accusations. Qu'il y ait moins de kitroug sur toi. Parce que le kitroug, c'est le midatadin. Qu'est-ce qu'elle veut la midatadin? La midatadin, elle veut le din. Et c'est quoi le din? Eh bien, exterminer. Ce sont des gens qui ne respectent pas ta Torah et tes misot. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire Hachem? Eh bien, il est obligé de quoi? De créer un onès. De créer une circonstance atténuante. Pour qu'au moins, le midatadin puisse moins accuser. Alors, ça serait quoi, par exemple, circonstance atténuante? On n'a plus d'échiva, on n'a plus de collèle, on n'a plus rien. C'est dur d'étudier dans ces conditions-là. Ouais, tout à fait. Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la midatadin, elle peut moins accuser. Elle peut moins accuser. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça acquitte à Israël. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem Rabotai? C'est quoi Yeridat Adorot? Yeridat Adorot, en vérité, c'est quoi Rabotai? C'est le réglage tout simple Rabotai, de faire en sorte de ne pas laisser la midatadin et le mikatreg. Donc, on descend. Maintenant, qu'est-ce qu'on perd quand on descend Rabotai?
eh ben on perd les faibles, mais on gagne les chazakim. Parce que les chazakim, Rabotai, qui continuent à étudier malgré qu'on descend, cela maintenant ça s'appelle Misirut Nefesh. Alors qu'avant c'était normal, parce qu'il y avait les shivas, on étudie normalement. Maintenant qu'il n'y a plus des shivas, on continue à étudier, parce qu'on fait partie des sérieux. Mais ceux-là, maintenant, ils montent de niveau, ceux-là. Parce que ceux-là, ils étudient maintenant Misirut Nefesh. Mais l'autre, à côté, lui, il descend de niveau. Parce que lui, maintenant, quand il n'y a plus les shivas, il n'étudie pas. Alors qu'est-ce qu'on a gagné pour lui? Ce qu'on a pour lui, il y a moins de Kitrouk. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas les shivas, il n'y a pas le quoi ça. Alors ça peut être excusable qu'il n'étudie pas. C'est non, ben yo, moi, Botaï. Quand Hachem, il fait des réglages comme ça, d'une manière collective et d'une manière individuelle. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est valable même pour l'individu. Même pour l'individu, Rabotai. Hachem, quand il voit que tu as trop de moyens pour être un vrai Ben Torah, mais que ces moyens, tu ne les utilises pas, bon, il te les enlève. Il t'enlève ses moyens. C'est quoi, il t'enlève ses moyens? Eh ben, il te met des galères. Des galères de Parnassa, des galères de Shalom Bayit, des galères de Chinour Yeladim, des galères de santé. Tu dis à quoi ça sert? Eh ben, ça sert pas juste à t'acquitter vis-à-vis de la Midat Hadin. Vis-à-vis de la Midat Hadin, c'est à nous maintenant. Mais tu te rends compte un peu le Rabotai, le malheur dans lequel on est. C'est un malheur noir, c'est un malheur catastrophique, c'est dramatique, Rabotai. C'est dramatique parce que nous on croit que Iridat Adon, non, c'est un phénomène naturel du monde. Le monde y descend, et tout le monde y descend. Et le monde y descend parce qu'il descend. Comme un ascenseur, il descend, tu ne peux pas te plaindre pourquoi il ne monte pas. Il faut bien qu'il descende à un moment donné. Alors il descend et après il remontera. Mais pour l'instant, il descend. C'est pas vrai. Le monde ne doit pas descendre. S'il descend, c'est à cause de nous les juifs. Et à cause de nous les juifs, même les goïms, ils descendent en bataille. Et c'est pour ça que les goïms s'énervent. Mais ils ne savent pas pourquoi ils s'énervent. Ouais. Mais oui, inconsciemment, ils sentent que c'est toujours à cause de nous. Et ils le disent, inconsciemment. C'est la faute des juifs, c'est la faute des juifs. Maintenant, tu leur dis, mais oh, tu vas te calmer un petit peu, c'est quoi cet antisémite là? Pourquoi c'est la faute des juifs? Pourquoi c'est pas de ta faute à toi? Parce que moi, j'ai pas reçu la Torah, moi. Sûrement, ils ne savent pas le dire, ça. Il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas leur dire, c'est tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. À un moment donné, bon, on leur a proposé la Torah. Tu as accepté la Torah, tu es devenu toi le responsable, tu es en l'âme. Donc tu peux même maintenant reprocher maintenant, pourquoi on s'en prend à toi? Parce que tu es le frère aîné. Tu es celui qui donne l'exemple, tu es celui qui représente la moralité dans le monde. Donc c'est normal qu'on s'en prenne à toi. Quand tu marches dans la rue, un gars il te traite de sale juif, au lieu de t'énerver avec le gars, il fait tchouva. Et dis-toi bien, qu'est-ce qu'il a vu de sale en moi? Il fait tchouva pour ça, au lieu de t'en prendre à lui. Quand il m'a dit, je mets le coup de tête, moi, tu vois. Alors là, Habibi, tu es encore plus sale qu'avant. Encore plus sale qu'avant. Parce que non seulement tu es sale, mais en plus tu es violent. Et tu es devenu un goy, quoi. Tu es devenu un goy en disant, juste tu mets un coup de tête. Mais chez Mishmon, Rabotai, c'est pas ça le bas de col. Le bas de col, il vient pas pour ça. Il vient pas pour montrer aux autres comment tu sais te défendre et comment tu sais te battre. Il vient pour t'interpeller, pour te dire il y a un problème. Le monde Rabotai ne fait pas des pressions autour des juifs pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a l'antisémitisme. C'est pas pour rien qu'il y a des pressions. C'est pas pour rien qu'on oppresse le Olam Torah. C'est parce qu'on veut sortir le mitz. Et le mitz Rabotai, malheureusement, pour le sortir, eh ben, il faut presser. Il faut presser. Et quand on presse, qu'à la fin on voit qu'il n'y a plus de mitz, qu'est-ce qu'on fait Rabotai? Eh ben, on change de système en Rabotai, maintenant. Et le système, on voit comment il va en descendant en Rabotai. Et ça, c'est la préoccupation qu'on doit avoir aujourd'hui en Rabotai. De se dire que malheureusement, en Rabotai, ce matzav, il peut être aussi bien un handicap pour la société, pour le clan, mais aussi pour le prat, aussi pour l'individu. Donc un homme, il doit faire très attention à Rabotai, très attention. Quand il voit que ça commence à bouger. Tant que ça ne bouge pas, bon, il faut espérer que ça marche bien. Mais quand ça commence à bouger dans ta vie, chacun qui fasse resbon en effet, qui se dit, attends, attention, comme a dit l'Agmara. Voyez, misourim la dame, il pêche même à ça. Puis je pêche velo matza, il plaît bavon bitul Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'amène pas des problèmes à un bonhomme pour rien. Les problèmes, c'est pas des choses qui relèvent de la nature. C'est pas normal qu'un homme ait des problèmes. Un juif surtout. Un juif ne doit pas avoir de problème en bataille. Un juif, il doit vivre comme un roi dans ce monde. Parce qu'il est le fils du roi. Et donc, un juif qui a des problèmes, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi. Alors, pour l'instant, quand il s'intéresse encore à toi. Il te secoue pour que tu fasses tchouva et que tu puisses te reprendre en main. Mais si Barmenan, tu ne prends pas au sérieux, alors chez Mishmon, en bataille. Maintenant, chez Mishmon, c'est deux sens. C'est soit on se décourage de toi, et là, que il te laisse tranquille. Il te laisse tranquille. Dis, bon, de toute façon, il n'a plus rien à faire avec celui-là. Laisse-le tranquille, de toute façon, c'est ce qu'il lui reste. Il lui reste le Olamazé. Alors qu'il perd son Olamazé. Ou bien Hachem, il s'intéresse encore à toi, et là, il te secoue. Là, il te secoue,
pour te faire tchouva. Shem Ahinu Zaken. الله المعروف. Sabir.